Vous êtes une majorité sur cette chaîne à utiliser Adobe Premiere Pro pour faire vos montages. Et selon moi, vous avez bien raison. Mais il y en a aussi qui ne connaissent pas encore ce logiciel et c'est à eux que je vais m'adresser aujourd'hui. Alors, découvrons ensemble les bases de Premiere Pro. Premiere Pro est ce que l'on appelle un logiciel de montage non linéaire. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à vos rushs de manière non destructive et sans devoir visionner l'intégralité de la bande comme c'était le cas du temps de l'argentique. Ouais, c'était une info un peu inutile, mais j'aime bien vous mettre dans le bain dès le début avec des détails technico-chiants comme ça. Ce tutoriel va se présenter en 3 chapitres dont les timecodes sont dans la description. Dans le premier chapitre, on va voir l'interface du logiciel. Dans le deuxième chapitre, on va voir le processus pour importer et commencer à monter vos rushs et vos musiques. Et enfin, dans le troisième chapitre, on verra succinctement quelques effets audio et vidéo qui pourront vous servir dans vos premiers montages. Je ne parlerai pas ici des paramètres pour exporter sa vidéo, puisque ça a déjà fait l'objet d'un ancien tutoriel sur cette chaîne, dont je vous mets le lien en fiche et dans la description. On commence donc tout de suite avec le premier chapitre. La première fois que vous allez arriver sur Premiere Pro, c'est vrai que l'interface peut paraître extrêmement austère et peut faire un peu peur. Vous inquiétez pas, on va voir dans cette vidéo qu'au contraire, il est extrêmement personnalisable. On va donc faire le tour de ce que vous allez voir à l'écran. À savoir que la configuration actuelle est la configuration en place depuis Premiere Pro CS6, si ma mémoire est bonne. Donc, si jamais vous avez une version d'avant, vous allez avoir une interface différente. Mais restez jusqu'au bout puisque par la suite, je vais recréer cette interface puisque personnellement, je préférais l'interface de la version CS5 que je trouvais plus intuitif. Donc comme vous pouvez voir, l'interface de Premiere Pro est séparée en différents groupes et onglets. Donc les groupes que vous voyez ici, ceux qui s'entourent quand vous cliquez dessus. Les onglets, c'est les petites parties qui sont à l'intérieur. Vous risquez d'en avoir un peu plus parce que moi, bien évidemment, je ne suis pas sur la version d'origine, hein, je travaille sur ce logiciel, j'ai essayé de reproduire plus ou moins fidèlement l'interface que vous allez avoir. Donc on va commencer par l'onglet source. L'onglet source, en fait, c'est là où apparaît votre vidéo quand vous allez l'ouvrir. Si jamais je double-clique sur un de mes rushs ici, vous voyez, il va apparaître là. C'est un endroit en fait où mon rush est visualisable. Je peux décider de l'avancer, de reculer. Et à l'intérieur de cet onglet source, du coup, on a plusieurs autres petits paramètres. Vous avez votre timecode qui défile ici. Vous avez ici la pellicule et la waveform dont on reparlera plus tard dans ce tutoriel. Vous avez la possibilité de zoomer dans votre image, de dézoomer dans votre image. Vous avez la possibilité de réduire sa résolution. Si jamais vous filmez en 4K et que votre appareil n'est pas une foudre de guerre, je vous encourage fortement à repasser en 1/2, voire en 1/4, de manière en fait à fluidifier votre montage. Que vous affichiez en 4K lors du montage, on s'en fout concrètement. Le but, c'est que l'export soit fait en 4K. Donc, tout ce qui prévaut dans le montage, c'est avant tout la fluidité, à chaque fois. Vous avez à côté la petite clé molette qui vous permet d'accéder à plein de paramètres dont je ne vais pas rentrer en détail puisque clairement, ça ne vous intéressera pas plus que ça et vous n'allez pas vous en servir. Ce que vous allez en revanche utiliser, c'est tous les petits icônes que vous voyez en dessous. On va faire les principaux, à savoir le marquage d'entrée et le marquage de sortie, dont on reparlera plus tard dans cette vidéo. Le petit icône pour lire la section que vous avez sélectionnée, admettons que je vais sélectionner jusque là, hop, voilà, je peux décider de lire uniquement la partie entre les deux points in et out de mon rush. Vous avez la fonctionnalité pour aller au point d'entrée ou de sortie, la fonctionnalité pour aller une image en arrière ou une image en avant, fonction que vous pouvez aussi retrouver avec les touches gauche et droite de votre clavier, ce qui est quand même vachement plus pratique. Vous pouvez également appuyer sur Maj, flèche de gauche, et Maj, flèche de droite, de manière à vous décaler de 5 images à chaque fois. Pareil, c'est plus pratique. Le bouton Play et Pause, hein, normal. Et ensuite, les boutons ici, insérer, remplacer, qu'on ne va pas utiliser, hein. Personnellement, je ne les utilise pas, donc je ne vais pas vous apprendre à les utiliser. Le bouton exporter une image, qui est aussi le raccourci image S, qui est souvent utilisé, je l'utilise assez fréquemment pour envoyer des prévises et tout ça aux membres de l'équipe ou mettre sur les réseaux sociaux. C'est toujours sympa et ça peut aussi vous permettre d'exporter une image pour faire une miniature personnalisée sur YouTube aussi. Et enfin, la boucle, que vous pouvez activer ou désactiver. Ça veut dire à ce moment-là que quand vous allez lire soit votre vidéo en entière, soit une partie de votre vidéo, dès que ça arrive au bout, en fait, ça va reboucler. En fait, voilà, et tout relire d'un coup. À l'intérieur de ce groupe, du coup, vous allez avoir différents onglets, les onglets que vous avez en dessous. Vous avez l'onglet options d'effet, donc qui ne va pas être utilisable pour l'instant. On en reparlera plus tard dans la partie 2 et 3 de ce tutoriel. Mais sachez juste en fait que l'onglet options d'effet, c'est là où vous allez retrouver tous les effets qui sont appliqués sur votre rush, tout simplement.
À côté, on a l'onglet mixage des pistes audio. Donc l'onglet de mixage des pistes audio, en fait, c'est là où vous allez voir les différents niveaux sonores des différentes pistes de votre séquence. Tout simplement, où vous pouvez monter et descendre les niveaux en fonction de si vous voulez monter ou descendre certains niveaux sonores de certaines pistes. À droite, vous allez avoir l'onglet Programme. Alors l'onglet Programme, qu'on pourrait aussi caractériser comme étant le rendu final de votre vidéo. En fait, cette image que vous voyez là, c'est l'image finale qui va ressortir de votre vidéo. Là, en l'occurrence, vous voyez, ma séquence test est vide, donc du coup, ça apparaît noir. Et si jamais je déplace un rush, eh ben, c'est mon rush en fait qui va apparaître ici. On va retrouver à peu près toutes les mêmes icônes que dans l'onglet source, à quelques exceptions. Notamment, ici, vous allez avoir les marges admissibles. C'est extrêmement important, les marges admissibles, pour ne pas mettre un élément trop près du bord de l'image, notamment quand vous faites du titrage. Si vous rajoutez des titres, en fait, vous allez devoir respecter un certain code, c'est-à-dire ne pas les mettre trop près. Notamment, on dit que en dehors de cette ligne-là, il faut qu'aucune information ne soit en dehors de cette image-là, et normalement les textes doivent rentrer dans ce cadre-là. Donc vos textes ne doivent jamais dépasser les deux, sauf si vous mettez par exemple un sous-titre ou un lower third, comme on dit, donc c'est-à-dire un petit écriteau en fait pour mettre le nom d'une personne. À ce moment-là, vous pouvez décaler et aller jusqu'à ce cadre-là, mais jamais au-delà. Jamais au-delà, parce que sinon c'est moche en fait, c'est vraiment bord cadre quoi. Donc très important, les marges admissibles que vous pouvez activer ou désactiver comme vous le souhaitez. Vous pouvez activer ou désactiver les doublures ou les proxys. Clairement, on va pas en parler tout de suite parce que ça ne nous concerne pas dans cette vidéo-là. Ensuite, tout le reste, c'est les mêmes icônes, à l'exception de ce dernier qui est l'icône silence des FX. Ça vous permet, vous allez voir plus tard dans cette vidéo, quand on va appliquer des effets vidéo sur les rushs, ça vous permet en fait de les désactiver temporairement. Quand vous allez mettre certains effets comme les effets de denoise par exemple, donc pour réduire le bruit, c'est des effets qui prennent énormément de ressources, donc autant dire qu'après votre playback, donc la lecture ne se fait plus du tout en temps réel, ça rame totalement. En appuyant sur ce bouton, vous pouvez avoir une prévisualisation de votre montage sans aucun effet, donc en temps réel. C'est pas mal si jamais vous voulez regarder une dernière fois si le rythme est bon, et ensuite vous le réactivez et pour vous envoyer au rendu. En dessous de l'onglet Programme, vous allez trouver votre timeline. Donc c'est vraiment là où tout va se jouer. C'est là où vous allez mettre vos rushs les uns à la suite des autres, vous allez rajouter l'audio, vous allez rajouter les textes. Bref, c'est là que vous allez passer 80% de votre temps lors du montage. C'est pour ça notamment que je trouve que dans l'interface de CS6, cet onglet est beaucoup trop petit. Mais voilà, ça c'est ce que je trouve personnellement. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut se personnaliser son interface de manière à le rendre un petit peu plus grand, cette timeline. Pour naviguer dans votre timeline, il y a quelques raccourcis à savoir. Que si jamais vous restez appuyé sur Alt et que vous utilisez la molette de votre souris, vous zoomez et dézoomez dans votre timeline. C'est toujours bon à savoir. Vous pouvez aussi zoomer et dézoomer ici, de la même manière que vous pouvez vous déplacer aussi avec cette barre-là. Vous pouvez ensuite, une fois que vous êtes dedans, utiliser la souris, scroller sur la souris du coup pour vous déplacer de gauche à droite, et vous pouvez décider d'agrandir ou de rétrécir un canal en utilisant toujours Alt et la roulette, mais en plaçant votre souris sur le canal en question. Ça peut vous servir notamment au niveau du son à mieux voir les waveforms et au niveau de l'image à mieux voir la vignette de vos images. Sur la gauche de votre timeline, on va trouver plusieurs petits indicateurs qui vont nous servir. Notamment, vous allez avoir les deux boutons M et S que vous avez dans le son qui correspondent donc aux boutons Mute et Solo. Mute et Solo, en fait, ça va vous permettre soit de mettre en muet une piste, donc là, c'est-à-dire que tout l'audio qui est dans cette piste-là ne se lira plus, il sera passé sous silence, et S, ça va vous permettre de le jouer en solo. C'est-à-dire que là, par contre, tout le reste sera mis en silence. C'est extrêmement pratique quand notamment vous avez une musique et que vous voulez synchroniser vos cuts sur la musique, mais que vous voulez pas être parasité par les bruits des dialogues ou les bruits de la prise. Vous mettez en solo uniquement sur la musique et vous faites votre montage. De la même manière, si jamais vous avez le son de vos prises et que vous voulez pas l'entendre parce que vous savez par exemple que le son est de mauvaise qualité ou qu'il a été pris ailleurs sur un enregistreur, vous mettez sur mute, mais gardez quand même toujours par précaution le son de vos prises dans le canal 1, même si vous le mettez en mute, gardez-les, les supprimez pas, ça peut toujours servir à un moment dans le montage. Le petit micro que vous avez ici, du coup, vous permettra d'enregistrer les voix. Là, actuellement, il me refuse l'enregistrement puisque mon micro est actuellement ici en train d'enregistrer ce tutoriel. Mais voilà, vous avez possibilité d'enregistrer les voix directement dans Premiere Pro. C'est ce que j'utilise pour tous mes tutoriels la plupart du temps. Ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités. Vous pouvez décider de masquer une piste vidéo avec le petit œil ici, classique. Vous cliquez, ça barre le petit œil, donc ça disparaît. De la même manière, si jamais j'ai une deuxième
Si jamais j'ai une deuxième piste, vous voyez, et ben, si jamais je masque la deuxième, c'est celle d'en dessous qui réapparaît. Si jamais je masque celle d'en dessous, comme celle d'au-dessus est au-dessus, elle la masque déjà. Donc on ne voit pas la différence. Et si jamais vous vous demandez comment j'ai fait pour dupliquer le rush en un seul clic comme ça, je vous encourage à aller dans la description sur ma vidéo des 10 astuces dans Premiere Pro, j'en parle. Vous pouvez également verrouiller une piste si jamais vous voulez absolument pas qu'elle bouge. C'est notamment pratique si jamais vous utilisez les outils de base, la boîte d'outils qui normalement se trouve ici d'ailleurs dans l'onglet, dans l'interface d'origine que je n'ai pas remis là. Vous avez possibilité en fait de couper des rushs et de couper tous les rushs d'un coup. Mais si jamais vous voulez que ça ne coupe pas la musique par exemple, parce que votre musique elle va bien, une fois que votre musique est en place, vous verrouillez la piste, comme ça au moins vous êtes sûr que ça n'impacte plus la musique. On survole vraiment l'interface sur tout ce qui est timeline parce que vraiment, là je vous montre les choses les plus basiques et les plus utilisées, mais je vous encourage à aller fouiller en détail pour essayer de trouver les petites options qui pourraient, pourquoi pas, vous servir à vous alors qu'elles ne me servent pas à moi ou à d'autres monteurs. Si on continue sur la gauche, on arrive dans l'onglet projet. L'onglet projet que personnellement j'appellerais le chutier. Parce que ça s'appelait comme ça avant et que je sais pas pourquoi depuis ils ont décidé de le rebaptiser projet comme dans After Effects. Ce chutier en fait c'est là où vous allez mettre en fait vos rushs, vos musiques, vos images, vos vidéos et là où il y aura aussi vos séquences. Comment différencier un rush d'une séquence? Vous allez me dire, parce que là concrètement les deux ressemblent exactement pareil. Sauf que vous avez un petit logo ici qui vous prouve que c'est bien une séquence et que là c'est bien un rush. Donc on est sur deux éléments différents. Ici on est sur un élément audio, sachant que quand vous cliquez, vous allez avoir les infos basiques qui apparaissent ici. Vous pouvez aussi savoir où ce rush est utilisé. Par exemple là vous voyez, hop, il est marqué qu'il est utilisé 2 fois. Donc vous pouvez cliquer et ça vous donnera exactement dans quelle séquence il est utilisé et à quel endroit. Et croyez-moi que sur l'épisode 3 de Warren Flamel qui dure 30 minutes, c'est extrêmement pratique de savoir d'un clic où se trouve tel ou tel rush. À côté de cet onglet projet, vous avez l'onglet effets. On y reviendra en détail dans la 3e partie de ce tutoriel. C'est là où il y a tous les effets vidéo et audio de Premiere Pro. Ils sont très nombreux. Il y en a vraiment énormément. Personne ne les utilise tous, donc je vais vraiment survoler ce détail dans la 3e partie de ce tutoriel pour vous montrer les principaux qui sont utilisés. Et je ferai certainement un tutoriel plus en détail sur chacun, et notamment sur Lumetri, donc l'effet utilisé pour modifier la colorimétrie des vidéos. Alors maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait l'interface de base, on va le personnaliser un petit peu parce que là, moi, tel qu'il est présent, en tout cas, il me plaît pas trop. Comme je vous ai dit, la timeline, c'est quelque chose de très important lors du montage et pour moi, je la trouve vraiment beaucoup trop petite. Surtout que bon, j'ai un écran de 27 pouces, mais c'est peut-être pas votre cas, vous avez peut-être un écran beaucoup plus petit, donc il vous faut une timeline plus grande. Il faut savoir que, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, l'interface, c'est extrêmement personnalisable. Pour ça, c'est tout bête, vous allez cliquer sur, par exemple, votre onglet projet, vous restez appuyé et vous pouvez le déplacer où vous voulez en fait dans votre écran. Vous avez 3 possibilités en fait. Soit vous allez le mettre au milieu, moyennant quoi il va se rajouter en fait dans le groupe et rajouter un onglet supplémentaire. Soit vous pouvez le déplacer sur le côté. C'est ce qui m'intéresse moi en fait, c'est de créer un 2e groupe avec uniquement cet onglet sur le côté. Ensuite, vous pouvez déplacer hop là les différentes taille de manière à équilibrer un peu tout ça. L'onglet effet, vous pouvez décider de le laisser si vous voulez. Moi, je peux le laisser, ouais, je peux le laisser. Ou sinon, vous pouvez le rajouter hop, là-dedans, ce qui nous libère encore plus de place pour la timeline. Dernier onglet intéressant, le vumètre sur le côté, très important et très sous-estimé à mon goût par beaucoup de youtubeurs qui ne font pas attention à leur mixage son et qui du coup en fait on se retrouve à monter et baisser le son sans arrêt dans leurs vidéos. On le baisse quand ils mettent une musique, on le remonte quand ils parlent parce qu'en fait ces gens-là ne tiennent pas compte du vumètre. Le vumètre c'est extrêmement important. Quand vous allez mettre en ligne votre vidéo, il faut que votre son soit toujours compris entre 0 et moins 6 décibels. Il ne faut pas qu'il descende en dessous quand il y a quelque chose d'important à écouter, donc un dialogue ou une musique entraînante, s'il n'y a pas de dialogue par-dessus. Il faut que tout tape entre moins 6 et 0 dB. Comme ça, au moins, vous êtes safe et surtout, vos spectateurs n'ont pas à monter et baisser le son sans arrêt. On verra dans la 3e partie de ce tutoriel, il y a un effet dans Premiere Pro qui permet justement de compresser la dynamique de votre audio pour que tout soit plus ou moins entre 0 et moins 6 dB. En attendant, moi mon vumètre je le trouve un peu trop large là, donc je vais le réduire. Sauf que vous voyez, si jamais je le réduis trop, en fait je perds les indications. En fait, je vais avoir le niveau, mais je vais pas avoir en fait la gradation de savoir où est-ce que je suis à moins 6 ou pas. Donc je vais le réouvrir un tout petit peu et voilà.
Et là, du coup, j'ai mes indications et il prend quand même moins de place. Là, vous êtes sur l'interface telle qu'il était dans la version CS4, CS5, CS5.5 de Premiere Pro. C'est la version avec laquelle j'ai commencé à faire tous mes montages et c'est celle que je préfère parce que je le trouve beaucoup plus intuitif. Vous avez votre chutier ici, votre onglet source ici, votre onglet programme ici. C'est quand même vachement intuitif, je trouve. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire l'export et rouler, c'est parti. Maintenant que vous maîtrisez un petit peu mieux l'interface de Premiere Pro, on va passer à la deuxième partie de ce tutoriel, l'importation et le montage de vos vidéos. Du coup, première étape dans cette deuxième partie consistera à importer vos rushs, parce que bien évidemment, une fois que vous avez tourné vos vidéos, il faut pouvoir les importer dans votre logiciel. Il y a plusieurs écoles, mais la plus rapide reste quand même ce qu'on appelle le drag and drop, donc c'est-à-dire que vous prenez vos éléments directement dans votre explorateur Windows ou dans votre Finder si vous êtes sur Mac et vous les glissez directement dans votre chutier ou votre onglet projet comme vous voulez. Donc hop là, je vais vous prendre déjà une petite sélection que j'ai déjà fait au préalable de quelques rushs de notre prochaine vidéo de test entre le Ronin S et le G2X. On va prendre quelques rushs, vous les prenez, c'est tout simple, hein. Vous les déplacez ici et attention de bien les poser sur l'onglet chutier. Vous voyez, si jamais vous les posez ailleurs, alors ici, si vous les posez ici, ça va vous les importer et vous les mettre direct dans la timeline, ce qui va créer un joyeux bordel. Et ici, bah, ça ne va tout simplement pas marcher. Donc, hop, vous les glissez. Donc l'importation des fichiers se fait, ça peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes si jamais vous lui foutez de la bonne grosse 4K bien violente, mais il finit en général par le faire. Une fois que l'importation est faite, vous avez vos fichiers ici. Il faut tenir compte de plusieurs choses. Votre chutier, ici présent, a plusieurs petits icônes qui vous permettront donc d'adapter l'interface en fait à ce que vous préférez. N'hésitez vraiment pas à personnaliser votre interface dans Premiere Pro, c'est la grosse puissance qu'il a par rapport au logiciel grand public plus abordable, c'est que là vous pouvez vraiment le personnaliser, en faire ce que vous voulez. Moi par exemple, vous voyez, j'aime bien avoir des miniatures, je préfère les miniatures personnellement pour monter. Mais si jamais vous êtes quelqu'un d'extrêmement organisé, que vous avez filmé et enregistré vos rushs avec de certains nombres de prises, ce qui peut être le cas, hein, quand vous filmez avec des enregistreurs Atomos par exemple, vous pouvez nommer vos prises. À ce moment-là, vous allez peut-être préférer avoir le mode liste ici, que vous pouvez ensuite, vraiment, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez derrière. Vous avez vraiment plein d'options de personnalisation, ce qui vous permet notamment de voir le nombre d'images par seconde, plein de propriétés bien barbantes dont on ne va pas forcément s'en servir. Mais voilà, vous avez votre chutier. Moi, personnellement, je préfère le garder comme ça. C'est mon petit côté amateur qui parle, n'est-ce pas? Une fois que vous allez avoir un rush, admettons que vous voulez monter, par exemple, celui-ci. Tiens, celui-ci. Vous faites un double clic dessus. Ça va vous l'ouvrir dans votre onglet source. Donc, l'onglet source, je le rappelle, c'est là où vous visionnez votre rush. Là, votre rush, actuellement, il n'est pas monté. Il est encore, vous venez de l'ouvrir en fait et vous regardez ce qu'il y a dedans. Vous pouvez déplacer la timeline, voilà, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez le lire, bien évidemment. Voilà. Vous pouvez avancer ou reculer avec les flèches gauche et droite. Si vous appuyez une fois, ça avance d'une seule image. Si vous appuyez sur Maj, ça avance de plusieurs images. Voilà, ça vous permet de trouver exactement. Admettons que je veuille prendre au moment où Thomas sort de la fumée, ici. Voilà. Je veux que mon rush, en fait, tel que je vais le monter, commence ici. Du coup, je vais créer ce qu'on appelle un point in et out. En fait, un point de début et de fin. Je peux soit cliquer ici, sur les marqueurs entrée ou sortie, mais ça me fait perdre du temps. Vous allez vous rendre compte à la longue que les raccourcis clavier seront vos meilleurs amis lorsque vous ferez du montage. Du coup, in et out, ils ont trouvé intelligent et judicieux de mettre comme raccourci I et O. Du coup, en plus, ça tombe bien, sur les claviers AZERTY ou QWERTY, c'est à côté. Donc c'est parfait. J'appuie sur I, là j'ai le début, vous voyez, de ma partie grise, la partie grise étant la partie qui sera importée. Je le laisse avancer un petit peu. Et hop, on va dire qu'on l'arrête ici. Voilà, très joli lens flare. Là j'appuie sur O, et comme vous avez vu ici, ça m'a découpé en fait la partie que je vais utiliser. Vous pouvez toujours continuer à monter le reste de votre vidéo, ça n'empêche rien, c'est juste que là, si jamais vous créez une séquence à partir de là, ça va directement prendre ce passage-là. Créer une séquence. Il faut savoir qu'une séquence, ça va être une succession de petits plans coupés, en fait. Et c'est ce qui va du coup faire votre vidéo. Nous, dans le langage professionnel, on appelle ça une séquence. Appelez ça, si vous voulez, votre montage final. Vous avez plusieurs manières de le faire. Soit la bonne vieille manière en cliquant sur Nouvel élément
séquence, et là vous allez choisir les paramètres, gna gna gna, mais c'est chiant. Donc on va annuler, et nous ce qu'on va faire c'est extrêmement plus simple et beaucoup moins prise de tête. Vous allez cliquer, déplacer sur ce même petit icône pour créer la séquence, vous avez un petit plus qui apparaît, et magique, ça vous crée une séquence que vous voyez du coup avec le petit logo ici. Là du coup, ça vous montre que c'est une séquence. Sauf que votre séquence du coup, elle va avoir le nom du rush que vous lui avez donné. Logique, Premiere Pro, il va pas chercher à lui donner un autre nom. Si jamais vous voulez le renommer pour mettre mon montage par exemple ou montage final, vous avez juste à cliquer ici. Ça vous permet de renommer. Montage final. Voilà. Et du coup, là, vous avez votre séquence. Séquence, hop, ici. Admettons maintenant, je veux mettre une deuxième vidéo à la suite. Comment on va faire? Eh bien, exactement pareil que la première fois. Donc, je vais aller très vite. Je vais prendre par exemple cette vidéo, voilà, tableau de bord de Rolls. Hop. Je vais le prendre, ouais, ici, voilà, juste avant le petit mouvement. Hop là, voilà, j'appuie sur là. Et là, vous cliquez et vous droppez ici. Ce que vous avez remarqué, ou pas, c'est que là, j'ai importé, en fait, j'ai dit à Premiere Pro d'importer l'audio et la vidéo. Mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, je veux juste l'audio et je sais que la prise vidéo est foireuse ou que c'était un son seul ou ce que vous voulez. Et des fois, je veux l'inverse. Des fois, je veux pas le son, je veux prendre le son d'une autre prise. Du coup, vous avez vos deux petits icônes ici qui sont ceux de la pellicule et de la waveform en quelque sorte. Ça vous permet de déplacer juste la vidéo ou juste l'audio. Voilà. À savoir que, autre chose aussi, si jamais vous importez votre vidéo comme vous l'avez fait là, vous voyez que quand vous sélectionnez la vidéo, le son, l'audio est sélectionné en même temps. Alors que si jamais vous les avez importés séparément, il ne l'est pas. Donc ça peut être chiant parce que du coup, vous allez devoir sélectionner les deux à chaque fois et tout. Il existe une technique pour les relier. Vous les sélectionnez tous les deux, vous cliquez droit et vous cliquez sur lier. Et là, ils sont à nouveau reliés. Si jamais vous voulez les dissocier, vous cliquez sur rompre. Mais attention, ne cliquez pas sur associer parce que associer, en fait, ça va vous permettre de, d'accrocher plusieurs rushs ensemble. Admettons, j'ai toute cette partie-là de mon montage que j'ai mis ici. Et si jamais je veux tout déplacer, on va dire ces deux rushs-là, plus celui-là, sans avoir à tous les sélectionner à chaque fois, parce que croyez-moi que sur une timeline de 30 minutes, ça peut très vite devenir chiant de devoir sélectionner certains éléments et pas d'autres. Vous les sélectionnez une fois, vous faites clic droit, associer, et à ce moment-là, quand vous allez en cliquer sur un, ça va vous sélectionner toute la troupe. Et si jamais vous voulez dissocier ça, vous faites dissocier. Et non pas rompre le lien. Parce que rompre le lien, en fait, ça va annuler le fait de les avoir liés et non pas de les avoir associés. Pour supprimer un rush de votre timeline, bien évidemment, vous utilisez la touche Supr. Ça tombe sous le sens. On va rajouter 2-3 autres plans. Vous voyez, par exemple, là, j'avais mes deux techniciens qui étaient en train de raconter de la merde, hein, concrètement, pendant que j'étais en train de faire mes plans. Donc, je n'ai pas envie d'avoir leur audio. Je veux juste avoir la vidéo, en fait, d'avoir mon plan. Donc, à ce moment-là, je déplace juste le petit logo pellicule et j'ai juste la vidéo. Admettons que maintenant on veut importer une musique, parce que dans un montage, il faut forcément une musique à un moment. De la même manière que vous avez importé votre vidéo, vous allez aller chercher votre audio dans votre explorateur de fichiers ou dans votre Finder et le déplacer directement dans le chutier. Quand vous déplacez votre fichier, vous avez possibilité aussi de les trier, c'est-à-dire de les mettre plus ou moins avant ou après certains éléments. Hop, moi en l'occurrence, j'ai envie que ma musique soit tout en haut. Et comme ça, ça me permet de mettre ma séquence avant. Comme ça, vous voyez, visuellement, en tout cas, je sépare les deux. Pareil, quand vous double-cliquez sur votre musique, la waveform apparaît, vous pouvez lire votre audio et l'arrêter au moment où vous le souhaitez. Hop là, j'ai arrêté donc la lecture, je clique sur Out, et vous voyez, là, je ne peux plus faire glisser la pellicule puisque c'est normal, il n'y a pas d'image. Donc, je fais glisser ma musique. Je peux décider de la mettre soit par-dessus l'audio, en fait, de mes rushs, mais je les perds, c'est un peu débile. Ce que je préférerais faire, c'est le décaler sur la piste d'en dessous, quitte à l'agrandir un petit peu, réduire un peu celle-là parce qu'elle n'est pas intéressante. Et si jamais je ne veux pas entendre le son de mes rushs, eh ben je vais cliquer sur Mute, tout simplement. Comme ça, au moins, je ne les entends pas, mais ils sont là. Si jamais plus tard dans mon montage, j'ai besoin de revenir dessus, je sais qu'ils sont là, je sais que je peux les prendre. Hop, vous voyez là par exemple, j'ai envie de zoomer de manière à bien mettre mon début de plan sur le pic sonore. Je vais déplacer, hop, ici. Et voilà. Alors,
Ensuite, la navigation dans votre timeline. Si jamais vous voulez déplacer vos fichiers, vous avez juste à les sélectionner et les déplacer. Ça, c'est facile. On va les mettre ici par exemple jusqu'au 2e bit. Si jamais vous voulez prolonger ou raccourcir un fichier, vous avez juste à le sélectionner ici. Là, vous voyez par exemple, mes deux ne sont pas sélectionnés. Hop. Moi, j'ai un raccourci clavier pour les lier directement. Hop là, voilà. Mais, comme vous avez vu, j'ai tourné à 50 images par seconde. Je peux aussi, du coup, être amené à vouloir ralentir ma vidéo. J'ai deux possibilités de le faire. Vous avez la possibilité de le faire de manière mathématique, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous faites clic droit, vitesse et durée, ou CTRL R, et vous pouvez réduire votre pourcentage de vitesse ou augmenter la durée. Plus vous augmentez la durée, plus ça ralentit la vitesse. Mais ça vous oblige à faire des calculs savants un petit peu chiants, on va pas se mentir. Donc le mieux à ce moment-là, c'est vous cliquez sur votre rush, vous cliquez sur R, et vous voyez, vous avez un petit logo qui apparaît. En fait, ce petit logo, il vous permet d'étendre la durée de votre rush. Et vous avez vu, vous avez sa vitesse qui est apparue ici. Du coup, vous l'avez réduit à 67%. Il faut savoir que cette méthode, elle est un peu archaïque, hein. Normalement, si vous filmez à 50 images par seconde pour une séquence à 25, le mieux, c'est vraiment de soit laisser à 100% de la vitesse, soit à 50. Sinon, vous allez avoir des petits hachures, ça va pas être très très beau. Vous pouvez corriger ça, si néanmoins, en faisant toujours CTRL R ou vitesse et durée. Et au lieu de interpolation temporelle échantillonneur d'image, vous cliquez sur flux optique. Ça va en quelque sorte adoucir un petit peu la transition d'une image à l'autre quand vous allez tomber en fait sur une entre-image avec votre ralenti. Hop, ici, je vais mettre juste avant le bits. N'hésitez pas à bien, en fait, quand vous faites votre montage, à écouter votre musique. Vous savez, vous faites pam, pam, palam, pam, palam, pac. Et au moment du beat, vous appuyez sur votre barre d'espace pour mettre en pause. Et au moment où il y a la pause, c'est là où il faut faire le cut. Tout se fait instinctivement, en fait, c'est qu'une question de rythme. L'humain a cette capacité, en fait, à rythmer les choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire que votre montage soit totalement lié à votre musique. Ne commencez jamais votre montage sans avoir trouvé la musique. Commencez toujours votre montage avec la musique. C'est hyper important pour le rythme. Si jamais je veux décaler mon rush, admettons que là mon rush il est pas très bien, je veux pas avoir ce dernier mouvement dégueulasse là qui revient. Je peux soit décider de le décaler, de le rallonger ici, le raccourcir là, mais c'est pas rapide. Et dans le montage vidéo, on veut que ce soit rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Y. Et Y en fait ça va vous permettre de décaler votre image. Donc vous allez en fait prendre l'endroit où vous voulez que ça s'arrête. Et hop, moi je veux que ça s'arrête. Là, juste avant ce mouvement-là, je reviens un petit peu en arrière, ici. Et je veux que cet endroit-là, ce soit la fin. Du coup, je prends et je le décale. Hop là. Et nickel. Comme ça, j'ai pas ce petit mouvement de fin que j'aimais pas trop. Un effet que vous risquez de vouloir faire aussi, c'est le fondu. Vous savez, quand on va vers le noir ou quand on vient du noir, c'est un effet qu'on aime bien faire en début ou fin de vidéo ou même juste avant une grosse césure dans votre musique. À ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités de le faire. Soit en utilisant la courbe ici qui est la courbe d'opacité que vous avez là. Vous cliquez sur CTRL, vous cliquez ici, vous cliquez là et vous baissez votre opacité. C'est une possibilité de le faire, mais il y a une manière encore plus rapide de le faire. C'est vous cliquez là juste au bord de votre rush, clic droit, et vous faites appliquer les transitions par défaut, qui, par défaut, est le fondu au noir. Et là, vous le décalez, hop, on va dire ici. L'effet est exactement le même, c'est juste que c'est carrément plus pratique de le faire avec le fondu enchaîné. C'est aussi utilisable en fin de musique. Hop, clic droit, fin de musique. Voilà, bête et méchant. Alors maintenant qu'on a nos rushs mis bout à bout, on va certainement vouloir appliquer quelques effets, rendre ces rushs un peu plus sexy. Ça va passer par des effets vidéo, mais aussi par des effets sonores. Je vais pas pouvoir voir avec vous l'intégralité des effets parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans Premiere Pro et qu'on est loin de tous les utiliser, mais on va voir ensemble les principaux effets et ceux qui sont le plus couramment utilisés. Pour cette troisième partie, on va donc se rendre dans l'onglet des effets.
Alors, quand vous allez arriver dans cet onglet effets, il va y avoir tout un tas de sous-catégories. Il faut savoir que certaines ne sont pas forcément utiles dans votre cas. On va commencer par les effets audio. C'est ceux où il y en a le moins et c'est surtout ceux où il y en a que quelques-uns qu'on utilise. Alors, vous commencez par les effets audio obsolètes. Les effets obsolètes, en fait, c'est des effets qui étaient dans les anciennes versions de Premiere Pro que Adobe a décidé soit de retirer, soit d'améliorer avec une nouvelle version de cet effet. Ils gardent les anciens de manière à ce que la compatibilité avec les anciens projets soit assurée, mais au bout d'un moment, ils finissent par les jarter. Tout simplement parce qu'ils ne sont plus assez efficaces et qui ralentissent vos projets plus qu'ils ne les améliorent. Donc on va commencer par un effet que j'utilise énormément, c'est le compresseur multibande. Le compresseur multibande, j'ai fait tout un tutoriel dessus qui s'appelait comment améliorer votre son, puisque c'est exactement ce qu'il va faire en fait. Il va compresser le plus bas et le plus haut de votre son de manière à les rapprocher, on va dire. Il va baisser quand c'est trop fort et il va remonter quand c'est pas assez fort. Ce qui fait que du coup, ça vous permet d'avoir une régularité dans votre dynamique, ce qui du coup évite à votre spectateur de monter et baisser le son sur ses écouteurs sans arrêt. C'est extrêmement agréable. Un autre effet qu'on utilise beaucoup, c'est l'égaliseur paramétrique. L'égaliseur paramétrique, hop, si je vais dans les options d'effets, c'est ce qui va vous permettre en fait de monter ou descendre certaines fréquences de votre son. Par exemple, si jamais je monte ici, je veux augmenter les basses de mon son. Si jamais je monte ici, je veux augmenter les aigus. Donc là, en l'occurrence, comme je suis sur du bruit qui est assez aigu, vous voyez, on peut vraiment... L'effet en plus est très très bien optimisé puisqu'on peut vraiment fonctionner en temps réel et c'est top. Voilà. C'est un effet qui est utilisable notamment si jamais vous filmez avec un micro un petit peu pourri et que vous manquez de basse, vous pouvez réduire les aigus et augmenter un petit peu les basses via cet outil-là. En faisant attention parce que ça va vous donner du bruit. Si je retourne dans l'onglet effets, un autre effet qui peut être pas mal utilisé justement, c'est celui des graves. Alors c'est exactement comme l'égaliseur paramétrique sauf qu'il va juste vous augmenter les basses fréquences. C'est bourrin, mais quand on débute, ça peut être pas mal. J'ai souvent utilisé cet effet-là quand je débutais. Je l'utilise beaucoup moins maintenant. Un autre effet que vous pouvez être tenté d'utiliser, c'est la réverbération. Donc vous avez ici réverbération studio, surround ou par convolution. C'est différents types de réverbération qui vont vous permettre du coup de simuler des effets spécifiques, comme par exemple donner un grand écho à votre voix si jamais vous voulez donner l'impression que vous êtes dans une chapelle ou je ne sais quoi. Voilà, c'est toujours utile. Vous avez enfin l'effet de volume qui lui donc du coup va vous permettre de monter encore plus votre niveau. À savoir que de base, vous pouvez quand même monter et descendre votre niveau de plus 6 dB à moins l'infini, juste en utilisant la petite courbe qui est ici. Vous cliquez dessus, vous pouvez la monter, la descendre, exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la courbe d'opacité sur les rushs vidéo. Si je descends ensuite dans les effets vidéo, on a plein d'effets là encore, plus tous ceux que j'ai pu avoir via des plugins, mais vous en aurez certainement beaucoup moins vous quand vous allez débuter. On va se concentrer vraiment sur le b.a.-ba, à savoir la correction colorimétrique. Dans la correction colorimétrique, vous allez avoir plein d'outils et tout ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart de ces outils sont déjà concentrés dans un seul et même effet, à savoir couleur lumétrie. Couleur lumétrie qui fera l'objet d'un tutoriel spécifique là-dessus parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. Notamment Adobe, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, vient d'annoncer les améliorations qu'ils vont faire sur la prochaine version de lumétrie, ce qui sera certainement celle sur laquelle je ferai un tutoriel d'ailleurs, parce qu'ils vont apparemment rajouter pas mal de trucs assez ouf, totalement piqués à DaVinci Resolve, mais ça va être bien. On retourne dans l'onglet, du coup, et là vous êtes dans couleur lumétrie, donc vous voyez, vous avez plein de paramétrages. Vous pouvez décider de rajouter plus de contraste à votre vidéo, vous pouvez décider de monter les tons foncés, les tons clairs. Enfin, vous avez vraiment plein de fonctionnalités, c'est un outil qui vaut vraiment le coup d'être utilisé, et moi c'est ce qui m'a un peu réconcilié avec la colorimétrie. Vous pouvez décider de monter ou descendre votre température de couleur, sachant que bien évidemment sur des rushs compressés, ça devient vite dégueulasse. Ensuite, vous avez l'onglet créatif. L'onglet créatif va vous permettre de pouvoir monter votre netteté, par exemple. Il va vous permettre aussi de pouvoir monter votre vibrance pour avoir un peu plus de couleur, un peu plus de saturation. Enfin voilà, il va vous permettre vraiment de faire plein de trucs chouettes. Et j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle version là, qui vont sortir. Là, on est en septembre, donc la nouvelle version qui devrait sortir normalement vers octobre. Hop. Voilà, par exemple. Et si j'active ou je désactive l'effet, vous pouvez voir du coup l'avant-après, c'est assez impressionnant. À savoir que si jamais vous voulez visionner votre rush en plein écran, vous faites majuscule et pourcentage, et du coup ça vous affiche votre rush en plein écran. Vous rappuyez dessus et ça le ressort.
Maintenant, admettons que vous avez fait votre petite colorimétrie, vous êtes content, vous avez fait vos couleurs, et vous voulez l'appliquer sur la vidéo suivante, sans avoir à remettre le même effet et refaire tous les mêmes paramètres. Rien de plus simple, vous faites un clic droit sur votre effet colorimétrie, copier, vous sélectionnez votre rush suivant, CTRL V, coller. Et vous voyez ici, vous avez le petit logo qui a changé de couleur, parce qu'en fait, ça veut dire que maintenant, il y a un effet qui est appliqué sur ce rush-là. Et quand je vais sur le rush suivant, hop, et bah, les lumières matchent plus ou moins, parce que celui-ci a une teinte un petit peu plus froide, due à ce qui est cadré aussi. De la même manière, voilà, si jamais je veux faire ça sur un rush ici, je peux hop, le faire. Si je veux le faire sur celui-là, je peux le faire également. Et ça y est, maintenant vous connaissez les bases de Premiere Pro, il ne tient plus qu'à vous d'explorer ce logiciel qui est extrêmement dense, extrêmement riche en fait en fonctionnalités et clairement ce n'est que en vous exerçant que vous allez progresser. Ça prend du temps comme tout, hein, mais comme tout art, le montage se perfectionne en pratiquant. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.